Bonjour à tous et excellente année 2018, pleine de savoir je l'espère. Certains auront remarqué que la chaîne a un peu moins de vidéos qui sortent. Il y a une raison à cela, c'est qu'avec mon travail, en ce moment, je n'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos. Mais pas d'inquiétude, les choses vont repasser à la normale et je pourrai à nouveau en sortir plus régulièrement. Nous aurons bien entendu en 2018 la fin de notre série sur la disparition de l'humanité ou le deuxième et dernier épisode sur le maréchal Lannes, mais aussi plein de nouveautés. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse un petit tour dans la Grèce antique pour parler de celui que les gens nomment généralement comme le père de la philosophie occidentale moderne, c'est-à-dire Socrate. Une fois n'est pas coutume, nous allons sauter toute la partie naissance, parents et tout ça parce que ce n'est pas très intéressant. Il faut cependant se souvenir que Socrate a participé à 3 guerres. Donc ça n'est pas juste quelqu'un qui parle, mais aussi quelqu'un qui agit. Si Socrate est souvent présenté comme le père de la philosophie occidentale moderne, c'est parce qu'avant lui, tous les autres philosophes, que d'ailleurs on nomme pré-socratiques, étaient plutôt sur des questions du type d'où vient l'univers, que sont les étoiles, etc. On était plutôt dans l'astrophysique et dans l'éthéré. Socrate, lui, se pose des questions sur la société, sur l'humain, comment rendre les gens meilleurs, quel système pour gérer l'humanité et pour l'aider à évoluer, et comment découvrir la vérité. Donc, on a des sujets plus pragmatiques, plus pratiques, et cela fait changer la philosophie. À son époque, à Athènes, il y a un second courant philosophique qui s'appelle les sophistes, et qui ne lui convient pas vraiment. Ils ne s'entendent pas très bien. Là, on va être obligé de faire un peu de philo, mais je vous rassure, on va faire très simple. Le concept des sophistes, c'est de dire, nous avons 2 protagonistes qui vont défendre leur point de vue, vis-à-vis généralement d'un auditoire, et le but est de convaincre l'auditoire. Avoir raison, dire la vérité, ça, on s'en fiche totalement. Le but est d'être capable de convaincre. C'est la seule chose qui compte. Et comme chez Socrate, la vertu et la vérité sont des valeurs primordiales, fatalement, ça peut pas bien se passer. Socrate, lui, utilise un système qu'on appelle la maïeutique, qui d'ailleurs, à mon sens, est le seul vrai bon système pédagogique qui puisse exister. Ce système est très simple. Lorsque vous vous trompez, lorsque vous faites une erreur, que vous faites fausse route dans votre raisonnement, Socrate ne vous donne pas la réponse. Il ne vous dit pas « non, ça n'est pas A, c'est B ». Socrate vous met face à votre contradiction pour que votre esprit fasse le cheminement jusqu'à la bonne réponse. Parce que pour Socrate, nous avons tous en nous la bonne réponse. Lui ne fait que nous aider à la trouver, il ne nous la donne pas. Et c'est ce qui fait toute la différence. Dans l'apprentissage, soit on vous gave de réponses toutes faites, et dès que vous passez la porte, vous avez tout oublié, soit on vous apprend le cheminement qui vous amène à la réponse. Et dans ce cas-là, même si vous oubliez la réponse, vous pouvez la retrouver en refaisant le cheminement que vous avez fait vôtre. Donc, c'est encore une fois, à mon sens, la seule bonne façon d'apprendre, et c'est ce qui était prôné par Socrate. Le souci que nous avons avec ce personnage, c'est que le nombre de ses écrits s'élève à 0. Ce que nous connaissons de Socrate, nous le connaissons à travers les écrits de ses élèves. En quasi-totalité, grâce à Platon, que tout le monde connaît, et Xénophon, qui lui est un peu plus anonyme. Ces 2 élèves de Socrate ont écrit des textes dans lesquels ils mettent leur maître en avant, ils le font parler et ainsi prodiguer son savoir. Enfin, plus que son savoir, son enseignement et sa vision du monde. Socrate est un personnage qui dénote un peu dans l'Athènes de l'époque. Effectivement, c'est une ville où on s'apprête beaucoup, où l'apparence est importante.
Socrate, lui, est laid et ne fait rien pour s'arranger. De plus, il enseigne qu'il faut endurcir son corps et son esprit, les entraîner, et c'est pour cela qu'été comme hiver, on le voit déambuler dans les rues d'Athènes avec les mêmes vêtements, parce que son corps doit résister au froid comme au chaud, et pieds nus, parce que son corps doit s'endurcir. Après, il faut être réaliste aussi, Socrate était assez moyen sur l'hygiène. D'après les témoignages, des fois, c'était même limite clodo. Et malgré tout ça, et malgré le fait qu'on soit à une époque où l'apparence est très importante, eh bien, Socrate avait beaucoup de succès auprès des jeunes gens. Comme quoi, un esprit suffisamment beau peut permettre de passer au-delà de l'apparence. Socrate est mort exécuté après une condamnation dans un procès devant un tribunal athénien. Il était jugé pour 3 chefs d'accusation, le premier étant corruption de la jeunesse, et les 2 autres ayant un rapport avec les dieux de la cité. On l'accusait d'avoir renié les dieux de la cité et d'en avoir importé d'autres. Pour ce qui est de la corruption de la jeunesse, les accusations sont certainement vraies, au sens où Socrate ne reconnaissait pas l'autorité parentale comme naturelle et logique. Du coup, certains de ses disciples ont dû remettre en cause l'autorité de leurs parents et ainsi bouleverser un peu la façon de fonctionner de la société athénienne de l'époque. Mais ça vient, j'ai envie de dire, d'une habitude saine de ce personnage, de remettre en question les choses et de les juger de façon logique et non de façon, comment je dirais, biaisée par l'habitude, par le rituel et par la société. Les 2 autres chefs d'accusation sont clairement des excuses bidons. Socrate a même été dit athée, ce qui est totalement idiot. La vérité, par contre, c'est que Socrate ne partageait pas la façon dont ses contemporains, et notamment les poètes, voyaient les dieux de la cité. Parce que, si vous regardez l'Odyssée d'Homère ou des choses comme ça, les dieux sont jouisseurs, ils sont généralement alcooliques, infidèles, menteurs, enfin, ils ont tous les défauts humains et généralement en pire. Alors que pour Socrate, la vérité est dans les dieux. Donc pour lui, les dieux devaient être honnêtes, sains et en harmonie. Et du coup, fatalement, il ne pouvait pas partager cette vision trop humanisée à son goût des dieux de la cité. Derrière tout ça, il y a une autre raison qui a avancé. Sparte et Athènes se sont fait la guerre, et il se trouve que certains élèves de Socrate sont passés dans le camp de Sparte. Ce qui fait mauvais genre, il ne faut pas se le cacher. Mais, après cette guerre, une loi a été votée qui amnistie tout le monde à Athènes, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire de procès au sujet de cette guerre. Donc, du coup, si on voulait punir Socrate pour ce qui s'est passé, il fallait bien trouver une autre excuse. Pendant son incarcération, on lui proposera de s'échapper, mais il va refuser, car Socrate acceptera de mourir comme il a vécu, avec dignité et avec vertu. Il ne pouvait pas renier les enseignements qu'il a prônés toute sa vie en plaçant la vie au-dessus de la vertu et de la vérité, car pour lui, il n'y a rien au-dessus de la vertu. Il disait d'ailleurs que philosopher était un exercice spirituel qui prépare à mourir, et il l'a prouvé avec ses actes. Et cette revendication très forte va marquer Platon, qui placera le bien au-dessus de tout, même de la vie, comme le faisait Socrate pour la vertu. 2 petites choses avant de finir pour briller en société. Si vous avez tendance à mélanger un peu tout le monde, et surtout les 3 principaux, Socrate, Platon, Aristote, souvenez-vous de la SPA. Socrate,
le professeur de Platon qui est le professeur d'Aristote. SPA, comme ça, vous pouvez pas oublier. Autre petite chose, l'origine du mot péripatéticienne. Il faut savoir que c'est une école de philosophie. L'école péripatéticienne a été formée par Aristote. Et en fait, si aujourd'hui les dames qui vendent leur charme sont appelées ainsi, c'est parce que les gens de cette école, et notamment Aristote et ses disciples, aimaient philosopher en arpentant les rues de la ville. C'est pour ça que les dames qui aujourd'hui arpentent les rues de la ville sont appelées ainsi. Mais en fait, traiter une femme de péripatéticienne, c'est la traiter de philosophe. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous souhaite à nouveau une superbe année 2018. Et si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes, pensez à vous abonner.